Aujourd'hui, on va plonger tous ensemble, tête la première, dans les entrailles d'un système qui influence les cimes du pouvoir français depuis plus d'un demi-siècle, la dynastie Duhamel-Saint-Cricq. Et ce ne sont pas de simples journalistes ou commentateurs, sinon déjà pourquoi on en ferait une vidéo, mais alors qui sont-ils vraiment? Comment ont-ils construit cet empire? Et surtout, à qui sert ce système? On va tout décortiquer ensemble, donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous réserve le plus croustillant en dernier lieu. Alors attachez vos ceintures, c'est parti, nous partons à l'abordage. Alors déjà, dans toute cette histoire, on commence avec Alain Duhamel, l'un des visages du journalisme politique et la première planète de cette galaxie. Alain Duhamel est né en 1940 à Caen, donc en Normandie. Il grandit donc là-bas, au sein d'une famille de médecins et d'intellectuels. Très jeune, il baigne déjà dans un environnement culturel plutôt aisé, voilà, où la politique tient déjà une place importante dans les discussions familiales. Il raconte avoir été marqué dès l'enfance par le goût du débat qu'il observait autour de la table familiale. Au sein de ses joutes, il aimait déjà s'impliquer, parfois pour arbitrer les conversations, donc entre adultes. Une très belle référence d'ailleurs à un fait que vous verrez un peu plus tard dans cette vidéo. Vers l'âge de 11 ans, il commence déjà à lire Le Monde sérieusement, révélant un intérêt précoce pour l'actualité et l'analyse politique. Et cela tombe bien puisqu'il va justement débuter sa carrière médiatique en 1963, lorsqu'il entre comme chroniqueur politique au journal Le Monde. Par la suite, il passe également par le journal de gauche Libération en 1992 et devient une voix sur RTL à partir de 99, après des passages à France Culture et Europe 1. Ce qui fait déjà en tant que tel un bon CV, mais le chemin, vous le savez, ne s'arrête évidemment pas là, puisqu'ensuite, il fait son entrée à la télévision. Dans les années 80, il devient une figure d'Antenne 2, puis de France 2, animant des émissions comme Cartes sur table. Fait notable, il est le seul journaliste français à avoir modéré 2 débats d'entre-deux tours présidentiels, ce qui n'est évidemment pas rien. Donc en 1974 entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand, et en 1995 entre Jacques Chirac et Lionel Jospin. De Pompidou à Macron, chaque président l'a déjà eu face à lui pour des interviews. Ce qui fait de lui un homme influent et plutôt proche du pouvoir. Et justement, à ce moment précis, Alain Duhamel se présente comme un simple analyste. Mais vous l'avez vu avec moi, sa proximité avec le pouvoir interroge déjà. Par exemple en 68, il collabore avec Mitterrand sur son essai Ma part de vérité, côtoyant l'homme politique dans ses moments les plus intimes. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il ne révélera jamais publiquement un cliché assez compromettant du président de la République socialiste avec Pétain à Vichy. Une image qui est connue des initiés, mais étouffée pendant des décennies par les proches du président. Donc ce silence, il est choisi, et c'est aussi le pouvoir des Duhamel. Ils savent ce qu'ils disent, mais surtout ce qu'il taise. Un rare accrochage marque alors sa carrière. En 2007, il est temporairement écarté de France 2 pour avoir déclaré devant des étudiants de Sciences Po qu'il voterait pour François Bayrou. Ah, et quelle erreur, puisque c'est une entorse évidente au devoir de réserve journalistique. Sur BFM TV par exemple, le 13 septembre 2023, une autre polémique voyait le jour quand il répondait aux accusations d'accointance avec nul autre qu'Emmanuel Macron. À cela, assez colibé, il va alors rétorquer « Je ne suis pas macroniste, c'est Macron qui est duhamélien. Mes idées, présidentialisation, ambition européenne, économie de marché, datent des années 70. Je les avais eues avant lui. » Sur France 5 en 2023, il résume le malentendu entre Macron et la France en expliquant « Il est trop de son époque dans un pays qui n'a pas envie d'être de son époque. » Une phrase qui révèle une position manichéenne selon laquelle une élite serait détentrice d'un savoir que le peuple ne saurait maîtriser ni connaître. Et tout cela est évidemment saupoudré d'un mépris des masses et des classes populaires. En somme, Monsieur Duhamel est la quintessence de cette intelligentsia politique. Il en est, si l'on peut dire, l'un de ses prophètes. Finalement, le journaliste annonce sa retraite en juin de cette année, mais son implication persiste. Certains le décrivent toujours comme l'un des piliers d'une endogamie sociale mêlant monde politique, médiatique et économique. Sa longévité, sa présence dans tous les médias et son accès privilégié au cercle du pouvoir font de lui un journaliste singulier. Passons désormais à Patrice Duhamel, né en 1945, qui est le frère cadet d'Alain. Contrairement à son aîné, il choisit de rester un peu plus dans l'ombre. Il débute d'abord sa carrière en 1970 à l'ORTF, l'Office de radiodiffusion télévision française, donc l'organisme public français chargé de la radio et de la télévision entre 1964 et 1974. En fait, c'est assez simple, le groupe rassemblait toutes les chaînes publiques sous une seule administration, offrant ainsi aux jeunes professionnels comme lui l'opportunité d'apprendre le métier, de découvrir les coulisses de la production et de se constituer un réseau solide. En 1974, à seulement 29 ans, il décroche un poste qui marque un tournant. Il devient chef du service politique de TF1, alors chaîne publique et leader incontesté des audiences. À l'époque, Valéry Giscard d'Estaing est président, et le paysage médiatique est en pleine mutation. Et notre journaliste se retrouve au cœur des débats politiques,
orchestrant la couverture des grandes figures, comme François Mitterrand, Jacques Chirac ou Valéry Giscard d'Estaing. En 1981, il devient rédacteur en chef et lance Le Grand Débat, une émission qui met les politiques face à face sous le regard de millions de téléspectateurs. Ce programme, c'est un peu l'ancêtre des grandes joutes télévisées d'aujourd'hui, et Patrice Duhamel en est la tête pensante. Ce corps politique, étroitement lié au pouvoir, il ne s'en détachera jamais. À titre d'exemple, en 1973, vous le savez, ou peut-être pas d'ailleurs, le locataire de l'Élysée était Georges Pompidou. Il demeure à ce jour le seul président de la Ve République à être décédé en cours de mandat. Et justement, Patrice Duhamel, en 1973, apprend un secret d'État. Georges Pompidou est mourant. Ce scoop aurait pu bouleverser la fin du mandat présidentiel. Ce n'est pas rien, c'est évident. Mais que fait-il? Eh bien, il le confie à son frère, Alain Duhamel, mais jamais au public. C'est en tout cas une information qu'il révélera au micro de France Inter avec Léa Salamé le 21 avril dernier. Extrait. Oui, ça m'est arrivé. De tenir le secret? Oui. Longtemps? 10 mois. C'est votre max? J'ai su que Pompidou allait mourir en juin 73 et il a disparu en avril 74. Et vous ne l'avez pas dit? Je l'ai dit à mon frère Alain, parce qu'on se partage des secrets, mais c'est tout. Son parcours continue donc. En 1986, il rejoint RMC comme directeur adjoint. Puis en 1987, il devient directeur de l'information à La 5, la chaîne privée lancée par Berlusconi et Hersan. Mais pourquoi c'est important? Car là-bas, il va croiser la route de Nathalie Saint-Cric, une jeune journaliste politique avec laquelle il va se marier. Mais cela, on va en parler plus tard dans cette vidéo, car Patrice Duhamel enchaîne encore les postes stratégiques. En 93, il prend la direction de l'antenne de France Inter, puis il grimpe encore, désormais en tant que patron de France 3, de 96 donc jusqu'à 99, où il supervise des programmes régionaux et nationaux, puis de France 2. Enfin, de 2005 à 2010, il devient directeur général de France Télévisions. À ce poste, il gère un budget de plusieurs milliards d'euros, des milliers d'employés et des audiences qui touchent des millions de Français chaque jour. Vous avez été, vous derrière votre écran, forcément touché d'une manière ou d'une autre par les programmes phares orchestrés par sa direction. Des programmes télé comme Envoyé spécial, Fort Boyard, C'est dans l'air, La Nouvelle Star, Complément d'enquête ou même Plus belle la vie. Parlons maintenant de sa femme, Nathalie Saint-Cric, qui est l'autre pilier du clan. Fille de Jacques Saint-Cric, président du conseil de surveillance du journal La Nouvelle République, pendant 30 ans de 1975 à 2005, elle grandit dans un univers où l'information est une affaire de famille. Son enfance se déroule au cœur d'un vrai milieu journalistique provincial qui est influent. Très tôt d'ailleurs, elle est exposée aux grandes figures politiques de l'époque. Ce terreau sera d'ailleurs précurseur puisqu'elle aussi intègre la sphère médiatique. Après un bref passage dans le privé à La 5 et Europe 1, où elle couvre l'actualité du Parti Socialiste, elle rejoint France Télévisions. En 2009, elle devient rédactrice en chef des programmes Des paroles et des actes et À vous de juger. En 2012, elle prend la tête du service politique de France 2, puis une dizaine d'années plus tard, en 2023, elle est nommée directrice de la rédaction nationale de France Télévisions. Un poste qui, encore une fois, ancre davantage son influence. Nathalie Saint-Cric, vous le savez, elle est de tous les grands rendez-vous. En 2017, elle co-anime, elle aussi, décidément c'est une affaire de famille, le débat présidentiel de l'entre-deux tours. Durant cette séquence d'ailleurs, une image revient, celle de sa grimace face à une intervention de Marine Le Pen, qui devient virale et par ailleurs qui est assez drôle. Alors face à cela, elle se défend d'une quelconque partialité, mais ses prises de position interrogent évidemment, de par sa proximité encore une fois avec le pouvoir établi. Pour ne rien arranger, en mars 2023 sur France 2, elle vante le style Macron. Elle exprime alors « il réussit, il est jeune, il est diplômé, il est riche ». Cela peut énerver, mais c'est irrationnel. Ainsi, on peut déclarer sans trop de risque qu'elle apprécie Emmanuel Macron. Par ailleurs, elle a voulu effacer, nier sa proximité avec le corps présidentiel, en obviant et en occultant ses rendez-vous avec les personnalités de la Macronie. Elle dit alors plus explicitement « Je ne dîne jamais avec des politiques, juste des déjeuners ». Et pour l'info. Mais les faits contredisent clairement ces paroles. Le 17 janvier 2023, 2 jours avant une manifestation contre la réforme des retraites, Nathalie Saint-Cric est invitée à un déjeuner secret à l'Élysée avec Emmanuel Macron, aux côtés de son fils présentateur, désormais à France Inter, Benjamin Duhamel, et quelques autres éditorialistes triés sur le volet. L'Élysée exige la confidentialité, mais une phrase du président fuite le lendemain. Malheureusement pour elle, cet événement sera révélé au grand jour, mais on peut ainsi constater une accointance. Et en plus de poser question, cette invitation irrite bon nombre d'internautes. Car selon eux, on revoit encore les relents de cette France privilégiée. Cette France des élites. Changeons encore de planète. La galaxie se régénère à nouveau avec Benjamin Duhamel dont on a parlé juste avant, fils de Patrice et Nathalie,
et neveu d'Alain. J'espère que vous me suivez. À 30 ans, il s'impose comme l'une des relèves de la présentation télé. Pour ce qui est de sa carrière, après un stage à RTL en 2017, il rejoint BFM TV en 2019. D'abord pour couvrir l'extrême droite, puis comme éditorialiste et intervieweur. En 2023, il récupère la tranche 19h-20h avec Tout le monde veut savoir et anime C'est pas tous les jours dimanche. Très récemment, donc en juin 2025, il annonce son départ de BFM TV pour France Inter, où il reprend l'interview politique de 7h50 et un rôle élargi dans la matinale, suite au départ de Léa Salamé pour le 20h de France 2. On peut le dire, le jeune Benjamin Duhamel a un parcours honorable, d'autant plus qu'il vient à peine de souffler sur ses 30 bougies. Mais vous n'êtes pas sans savoir que son dernier transfert à France Inter a fait des vagues. Initialement, le journaliste envisageait de cumuler BFM TV et France Inter, mais la fronde des syndicats de Radio France dénonçait un mélange des genres, le poussant à quitter la chaîne info. Selon Le Parisien, il était aussi agacé d'apprendre que BFM TV négociait avec Léa Salamé pour une tranche horaire le concernant directement. Lassé d'être humilié par CNews, Benjamin Duhamel part se réfugier sur le service public où officient ses parents, qui représentent une partie non négligeable de ses détracteurs sur les réseaux sociaux. Mais justement, face à ses détracteurs, Benjamin Duhamel ne nie pas son héritage. Lui qui à BFM TV se distinguait par ses scoops, comme lors du remaniement de 2023, où il révèle les différentes nominations avant Matignon. Dans TV Magazine, en septembre 2023, il admettait déjà son avantage. Est-ce que d'avoir les parents que j'ai m'a aidé dans le métier ? Évidemment, oui. Ils m'ont raconté des choses que, par définition, je n'ai pas pu vivre. De Giscard à Mitterrand jusqu'à Chirac. À table, on parle politique et des médias. Et finalement, il n'aurait même pas le choix puisque de toute façon, ses filiations sont notoriété publique. Mais ce que l'on peut dire, c'est qu'il joue à visage découvert. Néanmoins, une séquence peut retenir notre attention. Puisque sur le plateau de BFM TV, lorsqu'il interroge Sarah Knafo sur sa relation avec Éric Zemmour et par extension remet en question sa place au sein du parti Reconquête, on peut distinguer et recenser une forme d'incohérence. En tout cas, la réplique de l'eurodéputé était cinglante. Je vous laisse justement avec ces déclarations magistrales de la part de la représentante du parti Reconquête. À Reconquête, la politique se fait en couple ? La question m'étonne beaucoup venant de vous, Benjamin. Pourquoi ? Parce que je sais que vous aussi, vous subissez beaucoup ces accusations de piston, vous êtes le fils d'eux, vous êtes le neveu d'eux, etc. Donc ça m'étonne beaucoup venant de vous. Sarah Knafo, il ne vous a pas échappé que je ne me soumets pas au suffrage des Français. Ça change quelque chose ? Politique. Non, mais je vous pose la question. Est-ce que vous êtes d'accord que les accusations qu'on vous fait sont tout à fait injustes ? Vous avez votre talent, vous avez votre talent propre. Alors si vous voulez, on peut aborder mon parcours. Attendez. Au-delà de Benjamin Duhamel, l'influence de la famille s'étend évidemment au-delà des médias. Je pense que vous connaissez Amélie Ouéda Castéra. Mais est-ce que vous saviez qu'elle était la cousine de Benjamin Duhamel ? Amélie Ouéda Castéra, cousine de Benjamin, fille de Dominique Duhamel, qui est la sœur d'Alain et Patrice, incarne le versant politique de cette dynastie. À l'origine, la jeune femme envisageait une carrière dans le tennis, sport dans lequel elle est d'ailleurs devenue une joueuse professionnelle. Et elle en sort avec un beau palmarès puisqu'elle a été championne de France junior dans les catégories de moins de 14 et 16 ans. Elle a même atteint un classement WTA à la 25e position, mais elle met fin à sa carrière en juin 96 après un dernier match en junior double à Roland-Garros avec nul autre qu'Amélie Mauresmo. Voilà, ça c'était pour l'anecdote. Amélie Ouéda Castéra passe également en tant que directrice générale de la Fédération française de tennis, donc FFT, un poste pour lequel, et c'est assez amusant, elle estimait ne pas être assez bien rémunérée alors qu'elle touchait littéralement 500 000 € bruts par an. Rien que ça. En 2021, elle a par ailleurs reçu 53 000 € pour sa participation à seulement 8 réunions dans l'année à la FFT. Donc on peut dire que ce sont des mondes étrangers assez différents au train de vie du français moyen. Et après toute cette carrière dans l'univers global du tennis, elle est naturellement nommée ministre des Sports en 2023. Enfin, je dis naturellement, sa nomination peut effectivement surprendre, mais pas ceux qui connaissent son réseau familial. Son mari, Frédéric Ouéda, ex-conseiller de Nicolas Sarkozy, dirige la Société Générale jusqu'en 2023, puis prend la tête du conseil d'administration de Sanofi. Amélie est d'ailleurs assez souvent au centre des polémiques, puisqu'en 2023, elle justifie l'école privée pour ses enfants, alors qu'elle est ministre et défenseuse du public politiquement. Les électeurs dénotaient assez logiquement des déclarations oxymoriques qui ne faisaient pas sens. Et par ailleurs, cela alimente encore plus la logique d'une image d'une élite déconnectée. Et puis il y a également une seconde occurrence pour ces polémiques en mars 2024, puisqu'en tant que ministre des Sports, elle a créé le buzz en chantonnant le refrain de Dja d'Aya Nakamura, sauf qu'elle le fait de manière assez gênante, en ne connaissant que très moyennement les paroles, et en direct dans C'est à vous. Un moment rapidement détourné et diffusé sur tous les réseaux sociaux pour son ton un peu fantasque. Dja Dja. J'aime bien Dja Dja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS, j'aime bien hyper, voilà. Il y a du rythme, il y a
vitalité. C'est ça que j'adore. Après cette responsabilité au gouvernement qui n'a été finalement que de très courte durée, elle est élue en juin 2025 à la tête du Comité national olympique et sportif français, qu'on peut réduire en CNOSF. Et elle devient la première à occuper ce poste avec une rémunération, puisqu'il est généralement convenu de manière tacite que cette responsabilité est réalisée bénévolement. Mais pas pour Amélie Ouéda-Castera, puisqu'elle est rémunérée 9 000 € net par mois pour cette responsabilité. Encore une fois, on peut constater, sans tomber dans l'ineptie ou dans l'offense, que l'ancienne ministre des Sports a un certain rythme de vie. Et cet art de vivre vient aussi de sa propre mère, Dominique Duhamel, qui est une figure assez discrète, mais néanmoins influente. Ancienne directrice des ressources humaines chez Safran, elle représente le MEDEF en 2009 lors des négociations sur la crise économique, elle-même mariée à Richard Castera, ex-haut fonctionnaire et dirigeant chez Publicis. Sa mère est même décorée chevalier de la Légion d'honneur en 2017. Alors vous voyez un peu comment s'organise cette immense galaxie. Et chez les Saint-Cricq, c'est tout pareil. Olivier Saint-Cricq, frère de Nathalie, prend en 2005 la présidence du directoire de la Nouvelle République, fondée par leur grand-père, Jean Meunier, et dirigée par leur père, Jacques, de 1975 à 2005. À seulement 35 ans, Olivier hérite d'un empire régional. En 2019, il déclare « Notre ligne éditoriale, basée sur l'indépendance, a toujours été préservée. Mais la famille reste actionnaire majoritaire, ce qui pose évidemment la question de la neutralité. » Je vous en avais déjà parlé au début de cette vidéo, mais Alain Duhamel, pilier de cette dynastie, de cette famille, prend sa retraite en cette année 2025. Mais la dynastie, quant à elle, reste inamovible. Le fils s'impose à France Inter, la mère dirige France Télévisions, la cousine est au Comité national olympique, et son mari contrôle la Nouvelle République. Les Duhamel et les Saint-Cricq ne sont pas une simple famille comme les autres, vous l'aurez deviné grâce à cette vidéo. Leur déjeuner à l'Élysée, leur silence, leur poste stratégique dessinent une France où l'élite a la capacité de décider, littéralement, de ce que vous savez. Et c'est in fine pour cela que nous, journalistes de Frontières, tenions à ce que vous soyons informés, qu'il y ait des contre-pouvoirs à cette forme d'unilatéralité. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous invite tout naturellement à vous procurer notre tout nouveau magazine qui sort ce jeudi 3 juillet. Bonjour à tous chers amis, j'espère que vous vous êtes procuré ce super magazine de Frontières. On vous parle de quoi dedans? On vous parle de ces oligarques, ces milliardaires qui financent la gauche. Ben oui, puisqu'on nous parle toujours de Bolloré, de Sterrin, etc. Ou la méchante droite financée par les très très méchants milliardaires qui mettent des centaines de millions d'euros. Eh bien mince à gauche et à l'extrême centre, ils ont bien plus d'argent, bien plus de milliardaires. Et ces gens-là, ils sont inconnus. Inconnus? Mais pas depuis que Frontières a publié ce magazine extraordinaire avec le patron de BFM TV qui a quand même racheté 1,5 milliard, pardon, c'est énorme, 1,5 milliard pour acheter de l'influence. Il rachète tout en ce moment, il rachète tout, il est insatiable, Rodolphe Saadé. On a également Daniel Kretinsky, qui a par exemple le média Marianne, ou qui a encore Loopsider, le média anti-flic. On a Xavier Niel évidemment, et dedans on vous parle de beaucoup d'autres choses. On vous parle par exemple de Mathieu Pigasse. Mathieu Pigasse, on le sait, qui a dit vouloir mettre sa fortune et les médias qu'il contrôle au service de la lutte contre l'extrême droite, imaginez. Donc ça, ce magazine, il est dans tous les bons kiosques de France. Vous y allez, vous l'achetez, c'est important pendant l'été. Vous pouvez le commander sur le site de frontiersmedia.fr ou encore le lire en version numérique sur l'application mobile de Frontières si vous êtes abonné. Merci à tous, c'est un carton, vous ne devez pas le louper. Vous devez le lire en vacances. Je vous dis à très vite, nous on prépare la rentrée.